D'habitude, tu me fous une claque. Je peux. La claque des clowns. Mais là, on est deux pour faire le clown, alors c'est encore super mieux. T'oublies pas que c'est à eux aussi qu'on parle un petit peu. Donc, Patrick de Fribert, moi je suis hyper content de revenir chez toi. Et si on attaque comme ça la rencontre, c'est-à-dire, si je te demande ton premier souvenir lié à la lecture-écriture, il y a Rambouillet, il y a la Bretagne, il y a le Québec, il y a le Soudan, il y a toutes les mers du monde, ce serait quoi le premier souvenir pour toi lié à la lecture-écriture? Sinoué l'Égyptien. Un livre que j'ai piqué dans la bibliothèque de mon père. Alors, j'ai oublié quel était l'auteur. C'était un gros bouquin. Et Sinoué l'Égyptien, c'était sur l'Égypte ancienne. C'est mon premier souvenir de lecture. Je lisais, et j'étais comme ça, hein, je lisais à peine. Mais c'est le premier souvenir d'avoir volé un livre. Tu vois, tu prends le livre, tu replaces Non, tu montes d'abord sur une petite échelle comme ça, là, pour monter. Tu prends le livre, parce qu'il est beau, il est vieux, et tu resserres les livres, et tu pars avec, tu te plantes, et tu commences à le lire. Et j'ai mis... Ça, c'est mon premier souvenir de lecture. Tu penses que ça peut être lié après à ce goût du voyage, de l'errance? Non, ce qui est lié au goût du voyage, c'est les bateaux que tu vois partout, c'est l'histoire de ma famille. Ça, on a toujours rêvé. On est entre la Méditerranée et les Antilles, donc mon père était marin. Donc, on a toujours rêvé de partir. Toi, tu as navigué beaucoup dans ton enfance, adolescence? Papa était marin, ensuite il a été à Air France, il était navigateur, donc nous on suivait. Donc on a visité l'Amérique, on a visité le Canada, on a visité le Maroc, on a visité... Donc on suivait. On suivait, et puis il y avait les GP. Les GP, c'est les passagers invités, les enfants des gens d'Air France et d'Air Inter, et donc on voyageait gratuitement. Donc l'été, on allait aux Antilles gratuitement. Et les souvenirs liés à l'écriture? Des petits carnets que j'ai retrouvés là, pendant les déménagements, à chaque fois on les retrouve. Des dizaines de carnets écrits avec des... À partir de quel âge? Toujours, ouais. Toujours. J'ai retrouvé, et on a beaucoup discuté pendant le Covid, j'ai retrouvé mon premier prof de français, Alain Freinet, qui a été le premier lecteur, avant que j'ose le publier, je lui ai fait lire, pour savoir s'il était assez universel pour être publié. Et Alain Freinet, c'était mon prof. Embrasse-moi, qui motive cette rencontre, mais on va y aller tout doucement avant d'en parler. Et donc Alain Freinet, c'était mon prof en 5e, 4e. Professeur de français, latin, grec. Et alors pour un élève qui rêvait de partir, donc c'est un prof de français, normal sup, je crois, peut-être agrégé, je ne sais pas, mais qui avait qu'une seule envie, c'est d'être diplomate. Donc il était officier de réserve des chasseurs alpins, prof de français, latin, grec, et il voulait être diplomate. Il est parti tout de suite, puisqu'on ne l'a pas eu en 3e, il est parti tout de suite en Afrique, faire une carrière africaine. Et donc je le retrouve des années après, et il me dit que j'écrivais déjà autant. Wow. Et tu vois, c'était... donc j'avais déjà... Par contre, quand on lit, donc là c'est Doctrine Gerasimov, mais il y en a toute une liste et une liste et une liste avant. Est-ce que ça s'inscrit dans le statut du livre d'espionnage? Je ne sais pas, mais moi ce livre d'aventure, comme ça, à échelle mondiale, avec tous ses dessous, ses secrets, bon, c'est évident que ça te regarde, et c'est pas la place publique, mais qu'il y a eu un Patrick de Fribert qui a eu une vie active pendant des années, ballotté
jeté sur le monde, avec accès à des savoirs qui ne sont pas ceux de tout le monde. Dans cette vie-là, tu maintenais les carnets, tu rêvais aux livres, ou les livres sont venus une fois que tu as tourné le dos à cette vie active qui reste très secrète? Non, j'écrivais déjà sous d'autres noms. D'abord, j'écrivais sous d'autres noms, et puis le prêt de plume, je l'ai fait très tôt. Ah ouais. Très très tôt. Le premier travail, c'était pas un travail de prêt de plume, c'était une collaboration avec un ami qui s'appelait le colonel Albert. Vladimir Volkov nous avait demandé de collaborer sur plusieurs livres pour toute la partie, lui pour la partie militaire et moi pour la partie stratégie, Afrique, connaissance de ces pays-là, et donc je pondais déjà des dizaines de pages dont Volkov ou d'autres gardaient quelques morceaux. J'ai fait un SAS, ça s'appelle les Hirondelles, je crois. Ah ben, c'est la première fois de ma vie que je suis en contact direct avec Gérard de Villiers. Gérard de Villiers qui ne travaillait que comme ça, hein. Il n'écrivait pas, il prenait des prêts de plumes avec des canevas bien particuliers. Page 37, scène de cul. Page 40, scène d'action. Page, etc. Page 37. Il n'eut pas le temps de se poser des questions. L'inconnu, qui lui rendait bien 15 cm, lui envoya un formidable coup de tête. Par miracle, comme il était trop grand, son front ne brisa pas le nez de Malco, mais le frappa entre les deux yeux, lassement, aux trois quarts. Ce dernier lui expédia, etc., etc. Et... le café. Ah, la cafetière. Bon, on va attendre qu'elle nous finisse, la cafetière. Merci. Moi, quand on... C'est fini après. Bon, merci. Quand on a commencé à échanger tous les deux, moi ça me fascinait, puisqu'on est quasi voisins là, dans cette vieille... On est à Indre-et-Loire ou Loir-et-Cher là? Ah non, on est à Indre-et-Loire. Indre-et-Loire, on est tout près du château de Chenonceau, plein de vignes. Et pour moi, c'est fascinant cette image que tu présentais de celui qui décide de vivre, qui assume son indépendance d'auteur, mais tout en s'asseyant le matin et en écrivant pour se rémunérer et fabriquer son toit avec sa plume, en la prêtant aux autres. Tu sais, comme le métier de la plume est peu rémunérateur et difficile, hein, tu fais partie des hommes de mots, et c'est vrai que pour pouvoir assumer son écriture, il faut accepter que son écriture soit moins rémunérée, puisqu'on ne fait pas des best-sellers à chaque coup, et en face, il faut trouver les moyens de pouvoir pallier à ce manque de rémunération. Donc il faut prêter sa plume. Hein. La plus grande gloire que j'ai eue, c'est d'approcher un grand prix, un prix Goncourt, en disant je vais être finaliste. Et bon, on a été finaliste, on l'a pas eu, mais ça participe au mythe de l'écriture où j'ai par exemple, j'ai eu une conversation avec un ami écrivain la semaine dernière, parce qu'il a présenté un manuscrit qui est important pour moi à un éditeur. Il m'a dit, mais Patrick, mais pourquoi tu fais pas du polar? Je dis, mais je fais du polar, mais pas pour moi. Pourquoi j'imite les autres? C'est parce que c'est plus facile d'imiter un auteur de polar que d'écrire du polar. Si je l'écrivais pour moi, il serait mauvais. Par contre, à un moment, tu dis, c'est plus Morne Vert, un auteur qui est une sorte de double, c'est sous le nom de Patrick de Friberg, donc sous ton nom, vient toute une série de livres, dossier Rodina, dossier d'Isis, il y en a une dizaine, le Codex des espions, nous étions une frontière, où on retrouve des personnages récurrents et on est dans la géopolitique de l'Europe de l'Est. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on
ça écrit l'occupation de la Crimée bien avant, ça écrit le contexte là, de l'Ukraine bien avant. Et qu'est-ce qui t'a ancré dans cette géopolitique de l'Europe de l'Est et ce monde où la Russie devient le théâtre de... Il y a un jeu de mots russe qui date des années 60. C'est un journaliste qui pose la question à un écrivain français et qui lui demande pourquoi parlez-vous le russe. Et l'écrivain lui répond, mais parce que je suis écrivain. Parce que dans les années 60, être pro-russe et être anti-américain, ça collait de source dans le milieu littéraire français. Et donc cette phrase m'a toujours marqué parce que je me suis toujours dit, j'ai toujours été fasciné par le russe, par la langue russe, par le monde russe. Ça aurait pu être l'Afrique, parce que j'ai adoré l'Afrique. Et j'ai rencontré un jour par hasard un ami de papa qui était Michel Donskov, qui était un chercheur au CNRS, qui était un russe de première génération, donc arrivé jeune, avec encore cet accent russe, qui parlait magnifiquement français, et qui m'a appris le russe en rangeant ses timbres aux Essarts-le-Roi. Il rangeait ses timbres que papa lui vendait, parce qu'il faisait un trafic de timbres tous les deux. Donc il rangeait ses timbres et il m'apprenait les russes, et j'avais mes mots de vocabulaire, mes phrases, et un jour je lui ai dit que je voulais faire les Languedoc et je voulais faire Saint-Cyr, et il m'a dit, avant de faire les Languedoc et faire Saint-Cyr, je t'emmène passer des vacances en Russie. Pourtant, le monde dont tu parles, on dirait pas qu'on y est en vacances. Mais je suis pas allé en vacances, parce que ce qu'il n'avait pas dit, c'est que lui, on passait par Riga, par la voie balte, on passait sans passeport, sans visa, et lui, il y allait pour amener de l'argent aux familles des diasporas russes. Il passait des messages, de l'argent, etc. Et donc j'ai vécu un mois là-bas, sous légende, comme... Et là, je me suis dit, cette vie-là, c'est la vie que je veux, parce que c'est une vie superbe. Tu vois, c'est de pas de faire un métier d'espion, mais de pouvoir aller dans ces endroits pour vivre avec des populations qui sont maltraitées, qui sont terrorisées, avec des gens qui font ça pour rien, hein, qui font ça parce qu'ils doivent le faire. Et donc ça m'a... Et j'y suis retourné après, avec mon travail de financier, j'ai travaillé beaucoup avec les pays baltes et avec la Russie, mais tu vois, ce premier pas russe, où je devais jouer l'abruti, et surtout ne pas parler, et de le suivre dans les messes interdites de sous-sol, dans les bars à enfumer, dans les trucs. J'ai adoré j'ai adoré, et c'est le petit truc qui m'a donné envie de retourner en Russie, mais de la même façon, pas comme tout le monde, pas un touriste. Un autre de ton qualité, j'allais dire d'anticipation, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est ce que tu définis comme guerre hybride, êtres hybrides, c'est l'omniprésence d'Internet dans les jeux géopolitiques. Oui. Tu l'as vu avec... on le voit, on en parlait déjà il y a 10 ans, mais quand on s'est connus, mais on l'a vu avec maintenant l'intelligence artificielle nous permet par exemple de calculer comment une information part de Russie, ou part de Russie pour aller aux États-Unis, pour rebondir en Azerbaïdjan, pour revenir, etc. Les fausses informations, par exemple, qu'il y a eu pendant les manifestations je me rappelle d'une manifestation des Gilets jaunes à Lyon où tout d'un coup il y a eu une information sortie par RT, par BFM 3 minutes après, qu'il y avait eu un mort, que les CRS avaient tué quelqu'un.
L'information était fausse. Pourtant, l'information, c'est on voit un infirmier qui dit les gendarmes viennent d'emmener quelqu'un, c'est une dame, elle a été tuée, etc. L'information est fausse. L'infirmier, on s'est aperçu qu'il n'était pas infirmier, c'était un Belge, et on ne sait pas pourquoi il était là. Il a fallu 7 minutes entre le moment où l'information est partie de Russie et l'information arrive via RT sur BFM. 7 minutes. En 7 minutes, l'information lancée par quelqu'un n'importe où dans le monde devient une information générale qui peut créer une révolution. Ça aurait pu... Alors, comment on écrit un bouquin comme ça ? Il y a une idée de départ, une intuition, et les scènes se construisent. Alors, Gerasimov, je l'ai écrit pour le sujet. C'est-à-dire, Gerasimov, c'est le chef d'état-major de l'armée russe, toujours, malgré l'Ukraine. Et dans les années 2010, il n'a pas inventé une doctrine, mais il a compris que, comme l'armée russe était ruinée, qu'il fallait trouver une doctrine militaire qui rassemble la désinformation, la diplomatie, l'information, l'armée et les opérations spéciales. Et qu'il n'y ait qu'un seul chef qui dirige tout ça en même temps pour pouvoir gagner du temps et gagner de l'argent sur des guerres hybrides. Et donc, ce qu'on a appelé la doctrine Gerasimov, qui n'a pas inventé, mais c'est cette idée géniale de pouvoir agglomérer tout ce qui existe aujourd'hui pour en faire une arme de guerre. Alors, la technique d'écriture, je crois qu'on a tous nos techniques en tant qu'auteur. Moi, ma technique, c'est que je me réveille un matin, j'ai le livre dans la tête. J'ai le début, j'ai la fin, j'ai les moments, j'ai les personnages, j'ai les moments, j'ai les couleurs, j'ai les odeurs, j'ai tout. Et à ce moment-là, du linéaire, oui. Du début à la fin. Oui. Il y a des petits trucs que tu corriges au fur et à mesure parce que ça ne va pas, mais tu as les grands moments, tu as les grandes phrases. Ouais. Tu te rappelles ce Nous étions une frontière qui a fait un titre de bouquin, mais ce Nous étions une frontière, la phrase complète, je l'avais en me réveillant et ça faisait un livre. Tu vois, cette histoire de ces deux espions sur une frontière qui se regardent, ils mettent le même pied à gauche, mais il y en a un qui le met côté à l'est et l'autre qui le met côté à l'ouest. Mais c'est le même pied, ils sont en face, et ils se disent, nous étions une frontière à cette époque-là, et à l'ouest, les mirages, à l'est, les mensonges, etc. Toute la phrase qui découle, mais... Alors, dans l'univers Patrick de Friedberg, moi, il y a une série que j'adore. Elle vient de ressortir avec Lume, super, les éditions Changer d'air, avec super couverture cartonnée, avec une petite illustration délicieusement rétro années 50, c'est-à-dire que le livre semble vraiment venir directement de ces années-là, comme si on venait de le trouver chez un bouquiniste, mais il est tout neuf avec cette qualité-là, même hop là, la petite ficelle qui va dedans, et les titres, l'affaire Roswell, la véritable histoire de la guerre froide, et puis tout d'un coup, on apprend que Marilyn est vivante, que John Fitzgerald Kennedy n'a pas été assassiné, que le premier pas sur la Lune, il y a une véritable histoire. Et tome 2, non, ça c'est le même, on peut le choisir en bleu ou en rouge. Et on écrit ça parce qu'on a envie de jouer avec l'histoire, on a envie de jouer avec la forme du livre. Comment c'est venu ça? Mais on aimerait tous avoir fait ça à ta place. Alors tu oublies... Simplement non, c'est toi qui l'as fait, c'est pas nous. Ouais, mais tu oublies quand même que t'es un peu l'initiateur de l'idée. J'avais eu cette idée à l'époque d'écrire sur les grands complots de l'Amérique, et puis surtout de raconter l'Amérique des années 60, surtout ces mythes, ces faux mythes. Par exemple, je voulais parler de l'apartheid new-yorkais, je voulais parler des politiques anti-gays aux États-Unis, je voulais parler
de la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis, je voulais parler, et en passant par les mythes, je pouvais raconter une histoire politique. Et en passant par les mythes, on peut s'amuser. Quand Armstrong est arrivé sur la Lune, il y a un douanier français qui l'a accueilli. Ça, c'est John Barnett qui l'a dit. Et quand Armstrong lui a posé la question, mais pourquoi la France ne dit pas qu'elle était là avant nous, il répond, mais parce qu'il n'y a rien sur la Lune, on a honte. Et donc la CIA était sur place lors du décès de Marilyn. Voilà. Donc la première édition, c'est lui. Et donc l'idée, c'était... Et on est coriace et on est tenace. Et voilà. Quand une expérience vient trop tôt, on la recommence quand elle... Exactement. Et puis là, il y a tous les inédits. Donc il y a Les Tiens, sorti chez Publinet. Est-ce que tu te souviens de ce journaliste à la dédicace du Salon de Paris sur John Barnett? Tu viens me chercher, on avait une petite table sur le côté, et toi tu étais derrière, tu parlais avec quelqu'un, et tu viens me chercher, tu me dis tiens, il y a quelqu'un qui a connu John Barnett dans les années 50. Tu te souviens de ça? Non, excuse-moi. Et ça c'est du John Barnett. C'est qu'on a un journaliste qui commence à nous raconter que les traductions étaient super bien faites. Bravo Patrick de Fribert, vous avez très bien traduit John Barnett, vous retrouvez la langue du juif new-yorkais. Traduction Patrick 50. De Friberg, effectivement. Et que moi j'ai connu John Barnett, et je vous dis que... ça me revient maintenant. Voilà. Et donc on avait sorti ça en travaillant d'abord sur Internet. C'est-à-dire qu'à la BNF, John Barnett est référencé. Donc on avait référencé, on avait sorti plein de trucs sur Internet avant la sortie pour que John Barnett soit réel et que Patrick de Fribert ne soit que traducteur. Mais maintenant, on peut le trouver en librairie et avec cette présentation super luxe. Alors maintenant, volet 2, on est début de l'été si je ne me trompe pas. Et bon, on se suit régulièrement et ça s'appelle Amitié, point c'est tout. Tout d'un coup, moi je comprends que mon Patrick en a pris un gros coup dans la tronche parce qu'un de ses copains vient de mourir. Ouais. Et à Dominique Modica, mon pote, mon frère, tu m'avais dit que si j'analysais ton tas de cendres, j'y trouverais un peu de fluor, ce sera de la poussière d'étoiles. C'est pour cela qu'après, etc. Pour l'éternité, les étoiles, mon pote, nous repèrent depuis toujours. Tes perles du ciel se couchent aussi à Odessa. Alors, qui c'était ton pote? Et qu'est-ce qui fait que, quand son pote meurt, on s'en va à Odessa? C'est la raison de l'écriture. J'ai redécouvert que l'écriture ne sert qu'à une seule chose, c'est raconter une histoire. Alors le déclencheur, c'est l'amour, c'est la tristesse, c'est l'aventure, c'est le récit. Mais notre métier d'écrivain, notre métier d'auteur, c'est que ça. C'est que nos mots arrivent à raconter l'histoire, à transmettre l'histoire que l'on veut raconter. Et là, dans le cas de Dominique, c'est mon meilleur pote depuis les années 80. On a fait plein de conneries ensemble, beaucoup de conneries ensemble. Mais aussi la plongée, le voyage. Ouais, on était plongeurs professionnels tous les deux et on travaillait beaucoup pour les ONG, à plonger sur des sites interdits, à faire des trucs compliqués, à risquer notre vie et tout ça. Et Dominique m'appelle un vendredi en me disant j'ai un peu mal au ventre. Il est médecin, hein, donc il connaissait les choses. J'ai un peu mal au ventre, demain je vais faire des tests à l'hôpital, et le matin, à 5h du matin, je reçois le SMS, Dominique est parti. Et ce mot est parti est resté, en fait. Ce mot stupide, hein, je ne crois pas moi, à une vie après. Non, je crois au fluor qui reste de nos traces, et puis c'est tout. Et ce mot est parti, c'est comme un coup de colère, c'est dire mais non, il n'est pas parti, il ne va pas revenir. On va pas... Non, il est mort. Dominique n'est plus. Et dans ce milieu du plongeur professionnel,
Tu vois, je suis un peu le grand frère, le mec solide, le chef, quoi. Et puis tous les soirs, là, j'étais dans le jardin, et tous les soirs, j'en avais un qui m'appelait, et qui chialait, qui me racontait, ouais, tu te souviens, on a fait ça. Mais tu avais littéralement disparu des réseaux, on n'a plus de nouvelles de toi. Moi, je passais mon temps à chialer, hein, parce que je passais mon temps à écouter les autres, et les autres accrochaient en me disant, ça me fait du bien. Et moi, je me retrouvais tout seul dans la nuit, en disant, mais moi, je peux appeler personne. D'où ce besoin d'écrire des lettres et de partir. Donc, mais comment est venu le mot Odessa? C'est venu parce que j'ai appelé des amis pour aller plonger, un pote de Perpignan, et il m'a dit, mais t'as toutes tes habilitations, moi j'ai besoin de toi, on est en train de monter une équipe pour aller plonger en mer Noire pour aider les gens, viens. Ça s'est fait... Je l'ai appelé le vendredi pour dire je passerai bien un week-end avec toi pour aller plonger à Perpignan. Il m'a dit mais je pars dimanche matin, est-ce que tu m'accompagnes? T'as un passeport, t'as un permis? Mais il y a une chose de faire de la plongée pépère tranquille, et une autre chose de se retrouver, t'es plus jeune que moi d'un bout, mais tout d'un coup se retrouver au milieu de mines larguées par les Russes, prélevées sur des stocks qui viennent de la dernière guerre mondiale, dans une ville elle-même en pleine situation de guerre, avec du matériel de plongée, et tu dis j'ai été obligé de racheter des palmes, etc. Comment on prend ce risque? Mais non, tu m'aurais dit ça il y a un an, j'ai 60 ans dans 3 mois. Et nous, en France, l'obsolescence programmée, elle est à 55 ans ou 50 ans, etc. Mais le plongeur, il n'a pas d'obsolescence programmée. Le plongeur, tant qu'il peut plonger, tant qu'il a les qualités, tant qu'il a le physique, tant que les médecins lui disent qu'il peut plonger, plus il plonge, mieux... Une chose est de plonger, puis une autre chose est de dire dans ce truc... j'ai la trouille, je pisse dans mon froc, oui. Et j'ai un cadavre dans les bras. Oui, parce que tu tombes dans un pays en guerre et que t'es pas là pour ça. Hein. On était là pour nettoyer les plages et mettre des filets anti-mines pour protéger les plages pour cet été. Et puis on s'est aperçu que les gens qui étaient sur place, ils étaient tous partis. Les professionnels, ils étaient en train de se faire trouver par les Russes sur le front et que t'avais que les ONG, que nous qui pouvions... Quand tu dis les ONG, tu dis toujours les ONG de façon très vague. Ça... T'as peut-être une dizaine d'ONG autour qui aident pour les écoles, qui aident pour les plongeurs, qui aident pour les écoles, pour n'importe quoi. Mais oui, tout le monde essaye sur place... Après, dans ce bouquin, la claque qu'on prend, c'est que oui, il y a ce truc en se disant mais qu'est-ce que mon pote de 60 balais va faire dans cette galère? Tu appelles ça les cornes de Hertz. On sait que si on touche, bam, et donc c'est quelque chose d'hyper spécialisé. Tu dis on descend dans l'eau à 8h15 et une fois que tu as fait toucher ta première mine, on t'exfiltre, parce que psychologiquement, tu dis aussi que, effectivement, en tant qu'ancien plongeur, c'est toi qui prends la responsabilité d'autres qui sont des plongeurs civils, et que toi, tu as une discipline, tu vérifies et tu prends en charge. Simplement, si c'était ça le bouquin, ce serait un fichu témoignage, ça ferait un bel article, et c'est tout. Par contre, immédiatement là, par exemple, il y a ce personnage de jeune femme, mais qui porte un treillis, et qui vient parce que son propre compagnon, apparemment, lui, s'est fait sauter sur une mine à cet endroit-là, à l'endroit où tu es. Et puis, cette jeune femme, elle repart sur le front, elle revient, et quand elle revient, elle est encore là 2 jours, intermédiaire entre 2 séjours sur le front, et elle est là à contempler l'endroit où son copain... Et puis, tout d'un coup, elle revient plus. Et ça, c'est du boulot d'auteur. Et comment le boulot d'auteur... Je prends 3 autres exemples. Comment le boulot d'auteur relaye l'expérience, la démultiplie. Est-ce que tu sais, quand tu fais cette expérience, que tu vas déjà l'écrire, comment ça se passe, ce truc? J'arrive pas à relire ce bouquin. Je chiale comme...
j'arrive pas, tu vois, parce que tout ce que je raconte, c'est d'abord une grosse période de tristesse, où il fallait que je raconte ce que je voyais, et puis aussi, pour pouvoir guérir cette tristesse, j'avais juste besoin d'ouvrir les yeux et de voir qu'il y avait des gens qui avaient des tristesses encore pires que moi. Et que de perdre son pote, c'est un accident de la vie. C'est triste, c'est dur, mais que quand on ouvre les yeux, j'avais 20 kilos de plus, tu vois, t'es installé dans la vie, t'es un bourgeois installé dans la vie, tu vas chialer pendant 3 semaines parce que ton pote est mort, alors que tu as une école qui se fait sauter à Odessa et des enfants qui meurent, qui eux n'ont rien demandé et qui ont 8-10 ans. Et ça, ça te reconnecte avec la vie, et puis ça te reconnecte aussi avec les mots. Je crois que même dans mon écriture, d'avoir pu écrire ces mots-là, me reconnecte avec notre discipline. On est fait pour ça, en fait. Tu vois, on est fait pour écrire le beau, écrire le triste, écrire le difficile, et de raconter cette histoire avec ce petit changement, ça te reconnecte avec ton métier d'écrivain, en fait. Et alors, le deuxième volet pour moi de ce livre, j'ai appelé ça le vélo jaune. C'est-à-dire, on est en plongée non plus sur les mines, mais sur une barge, donc une épave où il faut enlever les bouteilles, les mettre devant. Et puis là, dans cette barge, est-ce qu'il y a des morts? Effectivement, il y a eu des types largués par les Russes avec une chaîne, et on sort les cadavres. Et parallèlement, la ville, elle a sa vie civile presque ordinaire. Je me souviens des choses vues de Victor Hugo, les barricades de 1830, et il raconte que dans la rue d'à côté, les épiceries sont ouvertes. Et là, bien tout d'un coup, par exemple, il y a ce tout petit gamin qui vient tous les jours vous voir plonger, et à la fin, tu lui fais cadeau de tes palmes. Il y a, tout d'un coup, il y a ces jouets. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est ce vélo jaune que tu trouves dans la boue, dans l'épave avec les morts? Et toi, tu vas acheter un petit vélo jaune pour l'offrir? Déjà, il y a la rencontre avec les fées. Tu vois, tu as deux manières. Tu as la manière technique du plongeur. Tu plonges sur une épave, tu regardes tu fais ton boulot, tu regardes s'il y a des choses à récupérer, s'il y a des choses dangereuses, si tu fais ton rapport, tu remontes, etc. Et puis tu as l'émerveillement où tu te dis, tu as des mots à raconter, tu as des choses à raconter. C'est tout d'un coup, ces petits poissons rouges aux yeux bleus, que j'ai appelés les fées, qui viennent te voir, et tu te dis, je vais les suivre. Et je ne vais pas les suivre parce que c'est des poissons rouges aux yeux bleus, c'est parce que ce sont des fées. Et ces fées t'amènent dans une cale où, au milieu... Ça, c'est de Friberg plongeur ou de Friberg écrivain? C'est de Friberg plongeur qui sait qu'il va raconter, qui va écrire cette lettre et qui va raconter cette lettre à quelqu'un. Et tu le sais tout de suite. Tu dis, il faut que je lui raconte ça. J'ai vu des fées, je les ai suivis, et les fées m'ont amené sur un trésor, qui est un trésor... Techniquement, c'est un vélo rouillé dans une cale. Mais non, c'est un vélo jaune qui a dû briller, qui était là pour un enfant. Et ce vélo jaune, c'est un vrai trésor. Si tu le vois avec ces yeux-là, et il faut que tu racontes ça. Et c'est pas des poissons rouges qui se promenaient dans la cale, c'est des fées qui sont venues te chercher et qui t'ont dit, viens voir notre trésor. Et après, tu te retrouves dans la ville avec ce vélo tout neuf. Je raconte ça. Parce que tous les soirs, je racontais, avec mon équipe, on se rassemblait pour boire un coup et raconter un petit peu. Ton équipe, c'est que des gens que tu ne connaissais pas avant le voyage? Ah non. Non, et puis, tu vois, par exemple, je parle d'Icarius, qui était un des plongeurs. Quand j'y suis retourné en septembre, il était mort, hein, il était parti au front. Donc c'est des gens en guerre, c'est des gens que... J'en discutais avec... on a un voisin qui est général et qui me disait il ne faut pas faire
La guerre, c'est un travail psychologique sur soi-même, mais sur lequel il faut être technique et il faut sortir de là. Parce que sinon, on ne peut pas survivre à ça. Mais c'est vrai que... Mais ça, c'est pas la poésie. C'est sortir de là. Mais parce que la poésie, il faut la raconter. Parce que quand je raconte ça un soir, mon trésor, alors bien sûr, j'en ai fait des tonnes. J'entrais dans la baleine de Jonas. Donc tu racontes ça, tu fais rigoler tu parles tout le beaucoup monde. des baleines aussi. Tu racontes ça, tu fais rigoler le monde, tu avances. Tu parles de la baleine d'ailleurs comme émerveillement d'enfance. Oui, aussi. Ouais, donc un lien aussi qui te permet de résister à ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Oui, et puis la baleine, c'est quand on a plongé avec une baleine, c'est tellement magique que je passe par cette baleine naturalisée qui est dans le musée d'Odessa. Oui. Et c'est là encore, c'est tu retournes. Ouais. On ne sait plus si on est dans le souvenir d'enfance, dans ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ce musée là avec ce corps, cette baleine naturalisée. Avant de parler de la baleine, parce que j'ai une histoire. Et en même temps, tu as les drones et tu dis ça c'est un Charrette 124 ou ça c'est un Charrette 136 et tu sais que c'est des drones suicides. Ouais. Et en même temps, vous dites mais on va pas encore une fois aller dans les abris. Et on est perdu nous là-dedans. Le type, est-ce qu'il veut vivre ou pas ? Le type, il est concentré. Il est concentré sur ce qu'il fait et qu'il ne pensait pas 15 jours avant qu'il le ferait. Et il est concentré à se dire que tous les soirs, qu'il va écrire ces mots-là. Et tu vois, ce besoin que nous avons, que tu as, que j'ai, que tous les auteurs ont autour de moi, le coup de la page blanche, ça n'existe pas. On a besoin de raconter des mots. On a besoin d'écrire. On a besoin, et peut-être que ça paraîtra jamais, peut-être que ça reste dans un coin, mais on a écrit. On s'est écrit une nouvelle, on a écrit une phrase, on a trouvé quelque chose, on a écrit sur ton Rabelais, on a lu quelque chose de Rabelais, on a envie de raconter ce qu'on a lu, tu vois, on n'arrête pas. Et donc, ce type dont tu parles, eh bien, il est comme ça, c'est qu'il voit, il vit quelque chose qui n'était pas prévu, et il a besoin d'écrire ses lettres. Et quand je retourne à Paris et que... Parce qu'il y a encore un autre truc, c'est que tu as fait non pas un voyage, mais tu en as fait 2, 3. Je sais, ouais. Mais tu as écrit ce livre, ouais. Et le livre écrit, tu retournes là-bas. Ouais. Ouais, je ne l'ai pas vu paraître. C'est-à-dire le livre ne t'a pas débarrassé du besoin de retourner là-bas. Non, j'y retournerai au printemps encore. Il y a du boulot à faire, et puis je me sens utile. Le livre, non. Le livre, c'est peut-être le livre le plus important que j'ai écrit. Parce que c'est un livre que j'arrive pas à lire. Crois-moi que les autres, ils y arrivent. Il y a ce 3e volet du livre, c'est pas linéaire, c'est... Attends, avant que tu me parles du 3e niveau, la baleine. Ouais. Quand tu rentres dans ce musée... Ça devient une allégorie, cette baleine est là, autour t'as la guerre... Oui, et puis c'est un musée qui est à moitié fermé, à moitié... c'est le musée de l'université d'Odessa, et on a eu la chance de visiter cette partie-là, et tu rentres, tu as cette baleine qui fait presque 30 mètres, c'est une carcasse de baleine, et tu as, sur le côté, tu as la palme, et tu t'aperçois que c'est une main. C'est infiniment troublant. C'est une main, c'est une vraie main, c'est une main de 5 doigts, avec des longs doigts, et tu te dis, là tu rentres dans l'allégorie, c'est un géant. Tu dis, il va se redresser, il va te... Simplement, c'est pas de l'allégorie, tu décris réellement ce que tu vois à cet instant-là. Et ça, c'est important, parce que tu vois, ça aussi, ça te reconnecte. C'est nous. Et, cette baleine, c'est nous. Mais c'est nous en plus beau, c'est nous en plus grandiose, c'est nous... tu vois, c'est nous avec des chants, avec ces capacités d'aller n'importe où dans le monde, cette capacité de communiquer. Nous, on est fiers de notre Internet, mais une baleine...
elle communique sur tous les océans en quelques secondes. Elle entend les sons et la propagation, Sauf que là, voilà ce qu'on en a fait, nous, des océans, la mer Noire en l'occurrence. Alors ce troisième volet, c'est pour moi encore quelque chose, je me dis, mais ça pourrait être un livre de 400 pages en tant que tel. C'est un train. Donc c'est le train qui fait Odessa à Cracovie, un train de nuit. Aucune idée de la durée, tout ça. Simplement, dans ce volume clos, là, puisque avec les alertes anti-aériennes, tu dis bien que les volets sont tirés. Donc on a un train qui inclut la nuit, qui roule dans la nuit. Et à l'intérieur, il y a tous ces destins cette femme qui vient de Kherson, ces gens tous lestés par la mort et la guerre. Et ce train, en même temps, c'est une sorte d'échappée fantastique. Mais tu vois, on aurait pu imaginer une grande fresque rien qu'à partir de ce train. Et quand on est dans ce train, je ne sais pas moi comment je vais m'en débarrasser. C'est-à-dire, l'Ukraine, ça fait 2 ans, et là, en ce moment, on est dans une phase... Qu'est-ce que c'est dur même de se remettre à lire, là où il n'y a rien qu'avant. Et tout d'un coup, là, on a cette figure là, de foule dans la nuit. Mais tu vois... t'es en vase clos, et c'est pour ça que j'ai appelé cette nouvelle Le train des âmes fatiguées. Pourquoi tu appelles ça nouvelle? C'est un livre d'un seul bloc. Bon, ce chapitre-là, Le train des âmes fatiguées, parce que j'avais en face des gens qui avaient des vies tellement loin des nôtres, mais je me suis aperçu après que moi j'avais mon regard vers eux, je voulais les décrire, mais je me suis aperçu à la fin que eux me regardaient. Et que je faisais partie, le temps de ce voyage, je faisais partie des mêmes âmes fatiguées. C'est des tout petits détails, mais les gens avec qui tu as plongé, il est hors de question de laisser un numéro, parce que si les Russes les prennent, il ne faut pas qu'il y ait, etc. etc. Et il y a cet Icarius, au deuxième voyage, ben non, il est parti sur le front et pas revenu. Donc là encore, on a une figure comme la baleine. C'est pour ça que pour moi, c'est un livre d'un seul bloc. C'est où le train devient allégorie de ce qui nous rassemble, alors que juste après, et qu'on fait partie de ce train de croisement. Et on fait partie de ce train à un moment donné. On fait tous partie de ce train à un moment donné. Et en fait, c'est ce qui est rassurant, c'est que si on fait tous notre part d'effort pour ces éprouvés, que ce soit en Afrique, Palestine, ou en Ukraine, ou n'importe où, on fait partie de ce train à un moment donné. Et parce que eux nous regardent. Et s'ils nous regardent et qu'on fait rien, eh bien, il nous manquera quelque chose. Tu vois, l'idée de ce livre, c'est ça. C'est de faire partie de ce monde, à un moment où tu te dis que tu ne sers plus à rien. Si t'es vieux, tu ne sers plus à rien. Et ça s'appelle Embrasse-moi. C'est sans qu'on sache jamais. Il y a plusieurs figures qui peuvent être les destinataires. Je crois que quelque part, on est soi-même le premier destinataire de ce à qui tu t'adresses. C'est pour ça que je voulais le faire lire à Alain Freinet, mon professeur de français. Le premier. Je voulais le faire lire pour qu'il me dise s'il était universel. Tu vois, est-ce que c'est une histoire universelle? Est-ce que c'est une histoire que les gens peuvent comprendre? Ou est-ce qu'il faut que je le garde pour moi? Tu vois, Tu nous lis ça? Juste ce passage. Non. Non? Non, je serais incapable de le lire. Tu peux pas? Non. Bah alors à vous de le lire. Ouais. Il voulait me faire pleurer. Lis-le. On pleure tous dans son intérieur sur ce que tu racontes. Et c'est comme quand je lis chaque matin les chroniques d'André Markovitch. C'est ce qui nous permet de tenir, de nous rehausser quand il n'y a plus rien à rattraper. Tu n'arrêtais pas de m'expliquer pourquoi il faut aimer et ne pas attendre.
Je racontais à Marie ce soir-là pourquoi toi, je t'aimais, mon pote, pourquoi tu avais raison, l'amour ne peut être reporté, merci. Dominique, mon pote, mon frère, une part si importante de moi évaporée dans un couloir d'hôpital à Odessa. Les étoiles brillent chez toi. Ta maison est somptueuse, tu vas sans doute un peu l'aménager. C'est ton truc, un bar achalandé, des potes invités, la danse des éphémérides avec une bouteille de rhum entamée. Pas un violon, ce n'est que pour les anges, de la bonne musique, du jazz et AC/DC. Tu ne sauras jamais comment tu me manques, c'est tant mieux, tu m'aurais charrié. Tu sais, je viens de comprendre l'essentiel. Il n'y a pas de terme pour un ami qui disparaît. Un veuf, on connaît. Un enfant perd ses parents, est un orphelin. Mais un parent qui perd son enfant, un pote qui emporte une partie de soi, ça n'a pas de nom. Notre résilience n'a pas de nom. Tu es mon ami, et ça, seul le poète le sait. Et pourtant, des fois, c'est aussi le petit vélo jaune qu'on aura, qui sont des miracles à lire. Voilà.